The Brutal Truth About Money, lu et produit par Livre Académie. Introduction. Vous pensez probablement comprendre l'argent, comme tout le monde. Après tout, nous vivons avec lui tous les jours. Nous travaillons pour lui. Nous stressons à cause de lui. Nous prenons des décisions en fonction de lui. Il influence notre confort, notre sécurité, nos choix, nos relations, parfois même notre estime personnelle. L'argent est partout. Et pourtant, très peu de personnes le regardent réellement en face. Très peu de personnes prennent le temps d'analyser froidement ce qu'il représente, comment il fonctionne, pourquoi il semble coopérer avec certains et résister obstinément à d'autres. Nous préférons les explications simples, les récits rassurants, les idées faciles à digérer. Il faut travailler dur. Il faut être raisonnable. Il faut sécuriser sa situation. Il faut gagner plus. Ces phrases circulent partout. Elles semblent pleines de bon sens. Elles sont répétées par des parents bien intentionnés, des enseignants, des collègues, des médias, des experts autoproclamés. Elles deviennent des vérités implicites, des règles invisibles, des automatismes mentaux. Et c'est précisément là que commence le problème. Parce que l'argent n'obéit pas au bon sens populaire. Parce que l'argent ne récompense pas toujours l'effort. Parce que l'argent ne suit pas les récits que nous aimons raconter. Si c'était le cas, le monde financier serait parfaitement prévisible. Les travailleurs acharnés seraient systématiquement les plus riches. Les individus les plus intelligents financièrement seraient à l'abri du stress. Les hauts revenus garantiraient une stabilité durable. Or, la réalité que vous observez autour de vous raconte une toute autre histoire. Des personnes brillantes vivent sous pression constante. Des carrières solides cohabitent avec une insécurité latente. Des augmentations de revenus s'accompagnent paradoxalement d'un sentiment persistant de manque. Des décisions parfaitement raisonnables produisent d'où des trajectoires décevantes. Des comportements apparemment anodins coûtent des fortunes silencieuses sur une vie entière. L'argent, contrairement à ce que l'on imagine, n'est ni moral, ni émotionnel, ni intuitif. Il est mécanique, logique, indifférent. Il répond à des dynamiques précises que la plupart des gens ne prennent jamais le temps d'identifier clairement. Ce livre n'est pas un livre de motivation. Ce livre n'est pas un livre de recettes miracles. Ce livre n'est pas un livre qui va flatter vos illusions. Il ne va pas vous promettre la richesse rapide. Il ne va pas vous vendre un rêve spectaculaire. Il ne va pas simplifier une réalité complexe pour la rendre confortable. Il va faire quelque chose de bien plus rare. Il va vous proposer une lecture lucide de l'argent, une lecture parfois dérangeante, souvent contre-intuitive, mais profondément libératrice. Nous avons tendance à penser que nos difficultés financières proviennent principalement de facteurs extérieurs. Le niveau de revenu, le contexte économique, les opportunités, la chance, les circonstances. Cette vision est séduisante, car elle protège notre ego. Elle offre une explication rassurante. Elle transforme une mécanique en fatalité. Pourtant, lorsque l'on observe attentivement les trajectoires financières sur le long terme, un schéma troublant apparaît. Les différences majeures ne se situent pas uniquement dans les revenus. Elles se situent dans les comportements, dans la perception du risque, dans la relation émotionnelle à l'argent, dans les décisions répétées, dans la capacité à différer certaines gratifications, dans la compréhension des effets cumulatifs, dans la lecture des règles invisibles du jeu financier. L'argent est moins une question de chiffres qu'une question de logique, moins une question d'intelligence qu'une question de comportement, moins une question d'opportunité qu'une question de structure mentale. Et c'est précisément ce que nous allons explorer. Vous allez découvrir pourquoi certaines croyances largement acceptées sabotent silencieusement la richesse, pourquoi plus de revenus ne garantit absolument rien, pourquoi la stabilité apparente peut masquer une fragilité structurelle, pourquoi des décisions parfaitement raisonnables produisent parfois des résultats irrationnels, pourquoi la psychologie pèse souvent plus lourd que les mathématiques,
Pourquoi le court terme déforme massivement notre perception financière? Pourquoi la majorité des trajectoires économiques sont étonnamment prévisibles? Pourquoi la richesse n'est ni mystérieuse ni magique, mais mécanique? Ce livre est une invitation à changer de regard, à remplacer l'intuition par la lucidité, à remplacer les slogans par les mécanismes, à remplacer les récits populaires par une analyse froide. Parce que l'on ne peut pas corriger une trajectoire basée sur des illusions. Parce que l'on ne peut pas maîtriser ce que l'on refuse d'observer clairement. Parce que la clarté précède toujours la transformation. Peut-être pensez-vous que vous connaissez déjà ces idées. Peut-être avez-vous déjà lu des livres sur l'argent, la réussite, l'investissement, la richesse. Peut-être avez-vous accumulé des conseils, des stratégies, des principes. Et pourtant, une question essentielle demeure. Si ces connaissances étaient réellement intégrées, si ces logiques étaient réellement comprises, si ces mécanismes étaient réellement assimilés, votre rapport à l'argent serait-il identique à celui d'aujourd'hui? Ressentiriez-vous les mêmes tensions, les mêmes hésitations, les mêmes contradictions internes? L'objectif de ce livre n'est pas simplement de vous informer. Il est de provoquer une reconfiguration mentale, une réorganisation de votre manière de penser l'argent, une clarification des dynamiques invisibles qui influencent vos décisions quotidiennes. Car l'argent ne se joue pas uniquement dans les grandes décisions spectaculaires. Il se joue dans les micro-choix répétés, dans les arbitrages silencieux, dans les comportements apparemment insignifiants. Il se joue dans la manière dont vous percevez la sécurité, dans la manière dont vous interprétez le risque, dans la manière dont vous gérez le confort, dans la manière dont vous rationalisez certaines dépenses, dans la manière dont vous projetez votre avenir financier. Ce sont ces mécanismes invisibles qui sculptent une vie entière. L'argent n'est pas simplement un outil économique. Il devient rapidement un phénomène psychologique, émotionnel, comportemental. Il interagit avec vos peurs, avec vos biais cognitifs, avec votre environnement social, avec votre identité. Comprendre cela change radicalement la lecture du jeu. Ce livre ne vous demande pas d'adhérer immédiatement à ces idées. Il vous demande quelque chose de bien plus simple. Observer, questionner, réfléchir, suspendre temporairement les certitudes automatiques. Adopter une posture de lucidité expérimentale. Parce que la vérité sur l'argent n'est ni spectaculaire ni dramatique. Elle est souvent sobre, parfois ennuyeuse, mais terriblement efficace. Et surtout, elle est stable, prévisible, accessible à ceux qui acceptent d'en comprendre la logique. Si vous cherchez des raccourcis émotionnels, vous serez frustré. Si vous cherchez des excuses élégantes, vous serez dérangé. Si vous cherchez une validation de vos croyances actuelles, vous serez inconfortable. Mais si vous cherchez la clarté, alors vous êtes exactement au bon endroit. Ce livre est un exercice de lucidité financière, une lecture froide, une mise à distance des illusions confortables, une exploration des mécanismes réels. Parce qu'en matière d'argent, la lucidité n'est pas seulement utile, elle est profondément protectrice, profondément stabilisatrice, profondément libératrice. Bienvenue dans The Brutal Truth About Money. Chapitre numéro 1. Les mensonges que l'on vous a appris. Les idées les plus dangereuses ne sont pas celles que l'on vous impose, mais celles que vous acceptez sans jamais les remettre en question. Depuis votre enfance, l'argent est présent partout et pourtant étrangement absent des conversations essentielles. Il est là, en toile de fond, comme une force silencieuse qui influence les décisions des adultes, les tensions familiales, les choix de carrière, les renoncements, les inquiétudes, mais rarement comme un sujet analysé avec clarté. On ne vous a probablement jamais assis à une table pour vous expliquer la mécanique réelle de la richesse, la logique des trajectoires financières, la différence fondamentale entre revenus et stabilité, entre perception et réalité économique.
À la place, vous avez hérité d'un ensemble diffus de phrases, de conseils, d'attitudes, de réactions émotionnelles. Des fragments de sagesse populaire transmis sans malveillance, mais aussi sans véritable examen critique. Ces croyances ne sont pas perçues comme des hypothèses, elles deviennent des évidences. Elles s'installent dans votre esprit comme des règles implicites du monde. Elles façonnent votre rapport au travail, au risque, à la sécurité, à l'ambition, parfois même à votre propre identité. Le problème n'est pas qu'elles soient toujours fausses, le problème est qu'elles sont rarement questionnées. Le cerveau humain adore la simplicité. Il recherche des récits cohérents, des explications rassurantes, des modèles faciles à mémoriser. Travaille dur et tu réussiras. Sois prudent. Ne prends pas trop de risques. Assure-toi une situation stable. Ces idées possèdent une séduction immédiate. Elles semblent logiques, morales, raisonnables. Elles offrent une illusion de contrôle dans un monde incertain. Pourtant, lorsque ces croyances deviennent rigides, lorsqu'elles cessent d'être des principes souples pour devenir des filtres mentaux automatiques, elles commencent à produire des effets inattendus. Car l'argent ne réagit pas aux intentions. Il ne récompense pas la morale. Il ne suit pas les récits émotionnels que nous aimons raconter. Il obéit à des dynamiques structurelles, comportementales, mathématiques, psychologiques. Et lorsque ces dynamiques entrent en collision avec des croyances mal calibrées, la friction devient inévitable. Il existe un phénomène fascinant et largement sous-estimé. Deux individus exposés aux mêmes opportunités économiques, percevant des revenus comparables, peuvent développer des trajectoires financières radicalement différentes. Non pas en raison d'un talent mystérieux ou d'une intelligence exceptionnelle, mais en raison de différences subtiles dans leurs modèles mentaux. L'un perçoit la stabilité comme une priorité absolue et évite toute incertitude, quitte à sacrifier des asymétries positives. L'autre accepte une dose calculée d'instabilité temporaire, en échange de dynamiques cumulatives plus favorables. L'un associe inconsciemment l'argent à la peur, au stress, à la rareté. L'autre l'interprète comme un système neutre, régi par des règles observables. Ces écarts ne naissent pas dans les chiffres, ils naissent dans la perception, dans les croyances, dans les automatismes cognitifs. Les croyances financières agissent comme des lentilles invisibles. Elles ne modifient pas seulement vos décisions, elles modifient ce que vous jugez possible, raisonnable, accessible, risqué, légitime. Elles définissent les questions que vous vous autorisez à poser et celles que vous évitez instinctivement. Elles déterminent votre tolérance à l'inconfort, à l'incertitude, au délai entre effort et récompense. Une croyance n'est pas une simple opinion. C'est une structure mentale qui influence silencieusement la manière dont vous interprétez le monde. Le mythe du travail comme solution universelle, parmi les idées les plus profondément enracinées, figure sans doute celle-ci. Travailler dur constitue la voie principale vers la sécurité financière. Cette croyance possède une puissance émotionnelle immense. Elle valorise l'effort, la persévérance, la discipline. Elle s'inscrit dans une logique morale séduisante, où la récompense semble naturellement liée à l'intensité du travail. Pourtant, lorsque l'on observe froidement les dynamiques économiques réelles, une distinction essentielle apparaît. Le travail génère des revenus. Il ne garantit pas la richesse. Il ne garantit pas la stabilité. Il ne garantit pas l'indépendance. Le travail est une transaction. Vous échangez du temps, de l'énergie, des compétences contre une rémunération. Cette rémunération peut être confortable, élevée, croissante, mais elle reste fondamentalement dépendante d'une activité continue. Elle exige une participation constante au système. Elle demeure sensible aux aléas externes, marché du travail, évolution sectorielle, santé, contraintes organisationnelles, cycles économiques. Le piège ne réside pas dans le travail lui-même, mais dans la confusion entre revenus et structures financières durables. Il existe une illusion particulièrement répandue. Plus de revenus équivaut mécaniquement à plus de sécurité.
Cette idée semble intuitive. Elle est pourtant trompeuse, car l'augmentation des revenus déclenche souvent un phénomène psychologique puissant, l'inflation du mode de vie. Les dépenses s'ajustent progressivement. Le confort devient la nouvelle norme. Les engagements financiers se multiplient. Le seuil psychologique de satisfaction se déplace. Ce qui semblait autrefois luxueux devient rapidement perçu comme nécessaire. Ainsi, des revenus élevés peuvent coexister avec une fragilité structurelle étonnante. L'individu gagne davantage, mais dépend davantage. Il améliore son confort, mais accroît sa rigidité financière. L'économie personnelle ne se résume pas à un flux entrant. Elle constitue une architecture dynamique composée de comportements, d'engagements, d'effets cumulatifs, de marges de manœuvre. Deux individus percevant des revenus identiques peuvent évoluer dans des réalités financières radicalement différentes, selon la manière dont ces revenus interagissent avec leurs décisions et leur structure de dépenses. Le mythe du travail comme solution universelle masque une vérité plus subtile. La richesse durable repose moins sur l'intensité du travail que sur la logique des décisions répétées, la gestion des asymétries, la compréhension des dynamiques cumulatives, la capacité à dissocier revenus et dépendance temporelle. Cette distinction est rarement enseignée, car elle heurte une intuition morale profondément ancrée. L'illusion du salaire comme sécurité. Le salaire occupe une place centrale dans l'imaginaire collectif. Il symbolise la stabilité, la prévisibilité, la normalité économique. Il structure les trajectoires de vie, les projets, les engagements financiers, les perceptions de sécurité. Pourtant, cette centralité génère parfois une illusion cognitive majeure. Assimiler le salaire à une protection structurelle. Un salaire élevé procure un confort immédiat. Il réduit certaines contraintes. Il facilite certains choix. Mais il demeure un flux conditionnel. Il dépend d'une relation contractuelle, d'un contexte organisationnel, d'une dynamique sectorielle, d'une capacité individuelle à maintenir une performance perçue comme utile. Il reste exposé à des variables externes largement incontrôlables. La stabilité apparente masque une dépendance systémique. Le cerveau humain confond souvent régularité et sécurité. Un flux stable est perçu comme rassurant. Pourtant, la sécurité financière réelle dépend moins de la régularité d'un flux que de la robustesse globale du système personnel. Marge de manœuvre, diversification des sources, rigidité des engagements, capacité d'adaptation, structure des dépenses, comportement face aux risques et au confort. Cette illusion est renforcée par un phénomène psychologique puissant, l'adaptation hédonique. Le niveau de vie s'ajuste, les charges fixes augmentent, les engagements deviennent plus lourds. L'individu associe inconsciemment son identité et sa stabilité à la continuité du flux salarial. Ainsi, une perturbation externe peut produire un choc disproportionné non seulement économique, mais psychologique. Le salaire n'est pas une sécurité, il est une composante d'un système. Lorsqu'il devient la colonne vertébrale exclusive, la fragilité structurelle augmente mécaniquement. Cette réalité n'est ni dramatique ni pessimiste. Elle est simplement logique. Ce chapitre ne cherche pas à invalider brutalement toutes les croyances populaires. Il cherche à introduire une posture rare, la lucidité critique. Observer les idées héritées non comme des vérités sacrées, mais comme des modèles mentaux perfectibles. Car en matière d'argent, les croyances ne sont jamais neutres. Elles sculptent des trajectoires entières. Elles définissent des zones de confort. Elles créent des angles morts. Comprendre cela constitue la première étape vers une lecture plus précise, plus rationnelle, plus stratégique du jeu financier. Chapitre numéro 2. Les illusions modernes qui piègent tout le monde. Les pièges les plus efficaces ne ressemblent jamais à des pièges. Ils ressemblent à des récompenses. L'inflation invisible du mode de vie. Il existe une illusion moderne particulièrement insidieuse, si subtile qu'elle échappe à la majorité des individus, y compris les plus rationnels, les plus prudents, les plus organisés.
Cette illusion ne provoque ni choc brutal, ni rupture spectaculaire. Elle agit lentement, silencieusement, presque élégamment. Elle accompagne souvent les réussites apparentes, les progressions de carrière, les améliorations de revenus. Elle se présente comme une conséquence naturelle du progrès personnel. Et pourtant, elle constitue l'un des mécanismes les plus puissants de stagnation financière, l'inflation du mode de vie. Lorsque les revenus augmentent, quelque chose d'apparemment logique se produit. Le confort s'améliore, les contraintes se relâchent, les choix s'élargissent. Ce mouvement semble parfaitement rationnel. Après tout, pourquoi gagner davantage si ce n'est pour vivre mieux? Pourquoi produire plus d'efforts sans ajuster le niveau de confort? Cette logique intuitive possède une force psychologique immense. Elle semble relever du bon sens le plus élémentaire. Mais c'est précisément dans cette évidence apparente que se dissimule le piège. Le cerveau humain ne perçoit pas le confort comme un luxe durable. Il le normalise rapidement. Ce phénomène, bien documenté en psychologie comportementale, porte un nom, l'adaptation hédonique. Ce qui génère initialement une satisfaction devient progressivement perçu comme standard, puis comme nécessaire, puis comme acquis. Le seuil psychologique de satisfaction se déplace en permanence. Les dépenses autrefois exceptionnelles deviennent ordinaires. Les charges fixes augmentent. Les engagements financiers se rigidifient. La marge de manœuvre se contracte sans que l'individu ressente immédiatement une contrainte explicite. C'est ainsi que des revenus plus élevés peuvent produire une sensation paradoxale. Gagner davantage sans jamais se sentir plus riche. L'illusion réside dans la perception linéaire du progrès financier. Nous imaginons intuitivement une relation directe entre augmentation des revenus et amélioration de la situation économique. Pourtant, la dynamique réelle est souvent non linéaire. Une hausse de revenus déclenche fréquemment une hausse proportionnelle, voire supérieure, des dépenses structurelles. L'individu améliore son confort immédiat, mais accroît simultanément sa dépendance au maintien du flux. Le système personnel devient plus confortable, mais plus fragile. Ce mécanisme ne relève ni d'une erreur grossière, ni d'un manque d'intelligence. Il découle d'un biais cognitif, profondément humain. Nous évaluons nos décisions localement, rarement dynamiquement. Nous percevons l'amélioration immédiate, rarement la rigidification cumulative. Nous ressentons le confort présent, rarement la contrainte future implicite. La richesse durable dépend moins du niveau de vie que de la distance entre revenus et rigidité structurelle. Cette idée heurte une intuition moderne dominante. L'association entre réussite visible et santé financière réelle. Or, la visibilité et la stabilité obéissent à des logiques distinctes. Le piège du confort progressif. Le confort constitue l'une des forces psychologiques les plus puissantes dans la vie économique moderne. Il ne se contente pas d'améliorer l'expérience quotidienne. Il redéfinit silencieusement la perception du normal, du supportable, du nécessaire. Ce déplacement progressif est presque imperceptible. Il ne génère ni tension immédiate, ni résistance cognitive. Il se présente comme une évolution naturelle. Le problème fondamental du confort n'est pas son existence. Il réside dans sa dynamique cumulative. Chaque amélioration du niveau de vie semble anodine lorsqu'elle est isolée. Un logement plus agréable, une voiture plus confortable, des abonnements supplémentaires, des services facilitant le quotidien, des loisirs plus coûteux. Pris individuellement, ces ajustements apparaissent parfaitement justifiables. Ils s'inscrivent dans une logique de récompense de l'effort, d'optimisation du bien-être, d'amélioration de la qualité de vie. Mais la mécanique réelle ne se joue pas dans les décisions isolées. Elle se joue dans l'accumulation. Chaque charge fixe supplémentaire réduit la flexibilité future. Chaque engagement financier rigidifie la structure personnelle. Chaque standard de confort devient une contrainte implicite. L'individu ne perçoit pas une dégradation. Il perçoit une normalisation. C'est ainsi que naît une illusion redoutablement efficace. La sensation de progression sans progression structurelle. Le confort progressif produit une forme particulière d'aveuglement cognitif. Il atténue la perception du risque. Il réduit la tolérance à l'incertitude.
Il renforce l'aversion à toute perturbation du flux. Plus le système devient confortable, plus il devient psychologiquement difficile d'accepter des asymétries impliquant une instabilité temporaire, même lorsque ces asymétries sont rationnellement favorables. Le confort ne se contente pas de modifier vos dépenses, il modifie votre tolérance psychologique au changement. Ce mécanisme explique pourquoi certaines trajectoires financières stagnent malgré des revenus croissants. L'énergie mentale est progressivement mobilisée pour maintenir le niveau de confort plutôt que pour optimiser la structure globale. La stabilité apparente masque une dépendance croissante. Argent, statut et illusion sociale. L'argent, dans les sociétés modernes, dépasse largement sa fonction économique. Il devient un signal, un indicateur, un marqueur social. Il interagit avec la perception du statut, de la réussite, de la crédibilité, parfois même de la valeur personnelle. Cette dimension symbolique transforme profondément les comportements financiers. Une dépense n'est plus uniquement évaluée pour son utilité fonctionnelle. Elle est évaluée pour sa signification sociale implicite. Le cerveau humain est profondément social. Il compare, il évalue, il se positionne, il interprète constamment son environnement relationnel. Cette dynamique produit un phénomène puissant, la consommation de signalisation. L'individu n'achète pas uniquement un bien ou un service. Il achète une perception, une image, une cohérence identitaire, une validation implicite. Les réseaux sociaux ont amplifié ce mécanisme à une échelle inédite. La visibilité permanente des modes de vie crée une distorsion cognitive massive. Les individus sont exposés à une vitrine continue de confort, de voyages, de biens, d'expériences soigneusement sélectionnées. Cette exposition modifie silencieusement la perception du normal et du désirable. L'illusion moderne majeure consiste à confondre richesse visible et stabilité réelle. Une grande partie de ce qui est perçu comme richesse relève en réalité du flux et de l'endettement, rarement d'une structure robuste. Pourtant, le cerveau humain réagit aux signaux visibles bien plus qu'aux réalités invisibles. Ce biais produit une pression implicite, une norme silencieuse, une redéfinition du standard perçu. L'individu ajuste inconsciemment ses attentes, ses désirs, ses comportements, non en fonction de mécanismes rationnels, mais en réponse à des dynamiques sociales et émotionnelles. L'argent cesse d'être un outil. Il devient un langage social, réseaux sociaux et fabrication de la fausse richesse. Jamais dans l'histoire humaine, les individus n'ont été autant exposés à la vie des autres. Jamais les comparaisons n'ont été aussi constantes, aussi visuelles, aussi instantanées, aussi soigneusement mises en scène. Les réseaux sociaux ont profondément modifié notre environnement cognitif. Ils n'ont pas seulement changé la manière dont nous communiquons, ils ont transformé notre perception du succès, du confort, de la normalité économique et surtout, notre perception de la richesse. Le cerveau humain n'est pas conçu pour interpréter correctement un flux permanent d'images filtrées, sélectionnées, optimisées pour capter l'attention. Pourtant, c'est précisément ce qu'il subit quotidiennement. Il observe des voyages spectaculaires, des voitures luxueuses, des appartements élégants, des restaurants coûteux, des modes de vie apparemment fluides, détendus, abondants. Il ne voit ni les contraintes invisibles, ni les dettes, ni les angoisses, ni les compromis, ni les fragilités structurelles. Il ne voit que la surface. Et le cerveau, fidèle à sa logique primitive, interprète cette surface comme une réalité statistique. Ce mécanisme produit une distorsion cognitive massive. Ce qui était autrefois exceptionnel devient progressivement perçu comme fréquent. Ce qui relevait du luxe devient assimilé aux standards implicites. Ce qui était rare devient psychologiquement normalisé. L'individu ne se compare plus à son environnement immédiat, mais à une vitrine mondiale composée d'extraits soigneusement choisis. La richesse visible devient omniprésente. La richesse réelle reste invisible. Cette asymétrie crée une illusion redoutable. Elle ne génère pas nécessairement de jalousie explicite. Elle produit quelque chose de bien plus subtil, un déplacement du référentiel interne. L'individu ajuste inconsciemment sa perception du niveau de vie normal
du confort raisonnable, des attentes légitimes. Ce glissement est progressif, silencieux, psychologiquement indolore. Le cerveau ne dit pas « ceci est une mise en scène ». Il dit « ceci est le monde ». Or, une grande partie de ce qui est perçu comme richesse relève en réalité du flux et du crédit. Des modes de vie soutenus par des revenus élevés mais fragiles, des engagements financiers lourds, des structures rigides, des pressions invisibles. Mais ces éléments structurels ne produisent aucun signal visuel immédiat. Ils n'existent pas dans la vitrine. Ainsi se développe une illusion collective fascinante, la normalisation de la richesse apparente. Dopamine, désir et spirale de la comparaison. L'économie moderne ne se contente pas de répondre aux besoins. Elle exploite magistralement les mécanismes neurologiques du désir. Chaque notification, chaque image, chaque validation sociale active des circuits dopaminergiques. La dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. Elle est celle de l'anticipation, de la recherche, du désir. Elle pousse à vouloir, rarement à être satisfait. Les réseaux sociaux constituent une machine d'amplification dopaminergique d'une efficacité spectaculaire. Chaque exposition à un mode de vie perçu comme supérieur déclenche une micro-comparaison. Chaque comparaison génère une tension psychologique légère mais répétée. Chaque tension nourrit un désir implicite d'ajustement, non nécessairement conscient, non nécessairement formulé, mais présent. Le cerveau humain déteste la dissonance. Il cherche naturellement à réduire l'écart perçu entre sa situation et son environnement de référence. Cette réduction peut prendre plusieurs formes: rationalisation, résignation, motivation ou consommation. La consommation devient alors un régulateur émotionnel. Une dépense cesse d'être strictement fonctionnelle. Elle devient psychologique, symbolique, régulatrice. Elle apaise temporairement une tension cognitive. Elle procure une sensation d'alignement, de progression, de récompense. Mais cette sensation est brève, car la comparaison ne disparaît jamais. Elle se renouvelle en permanence. C'est ainsi que naît une spirale subtile. Exposition, comparaison, tension, désir, consommation, adaptation, nouvelle exposition. Ce cycle est extraordinairement stable, extraordinairement invisible, extraordinairement coûteux sur le long terme. Le problème n'est pas la dépense isolée. Le problème est la dynamique cumulative du désir stimulé artificiellement. Le cerveau humain fonctionne par contraste. Il évalue rarement de manière absolue. Il évalue relativement. Ainsi, même une amélioration réelle du niveau de vie peut produire une satisfaction étonnamment faible lorsque le référentiel externe se déplace plus rapidement que la situation personnelle. Plus vous êtes exposé, moins vous êtes satisfait. Ce paradoxe moderne explique une réalité troublante. Des individus objectivement privilégiés peuvent ressentir un sentiment persistant de manque, non par absence de ressources, mais par inflation perceptuelle, l'illusion de la réussite spectaculaire. L'environnement médiatique moderne adore les récits extrêmes, les succès fulgurants, les trajectoires explosives, les enrichissements rapides, les transformations spectaculaires. Ces histoires possèdent une puissance narrative immense. Elles captent l'attention, inspirent, fascinent, mais elles produisent également une distorsion cognitive majeure. Le cerveau humain surestime massivement la fréquence des événements visibles. Ce biais, connu sous le nom d'heuristique de disponibilité, modifie profondément la perception du possible et du probable. Les trajectoires exceptionnelles deviennent psychologiquement saillantes. Les trajectoires ordinaires, pourtant statistiquement dominantes, deviennent invisibles. La richesse lente n'est pas médiatique. La richesse stable n'est pas spectaculaire. La richesse cumulative n'est pas virale. Ainsi, une illusion moderne se consolide. La réussite devrait être rapide, visible, impressionnante. La progression graduelle, pourtant mécaniquement dominante dans la réalité, devient émotionnellement sous-évaluée.
Le cerveau s'impatiente face à la logique froide du temps. Cette impatience génère des comportements irrationnels. Recherche de raccourcis, surexposition aux risques mal compris, décisions impulsives, abandon prématuré de stratégies rationnelles mais lentes. L'individu ne réagit pas à la mécanique réelle de la richesse. Il réagit à une narration culturelle déformée. La richesse réelle est souvent ennuyeuse. La richesse fantasmée est toujours spectaculaire. Ce décalage constitue l'un des pièges psychologiques les plus puissants de l'économie moderne. Chapitre numéro 3. La psychologie réelle de l'argent. L'argent ne révèle pas qui vous êtes, il amplifie ce que vous êtes déjà. Nous aimons croire que l'argent appartient au domaine des chiffres, des calculs, des stratégies rationnelles. Nous l'imaginons comme une entité froide, mathématique, presque mécanique. Une question d'addition, de soustraction, de taux, de revenus, de dépenses. Cette vision possède une cohérence apparente. Elle rassure. Elle donne l'illusion que la maîtrise financière relèverait principalement de la logique analytique. Pourtant, lorsque l'on observe attentivement les comportements économiques humains, une réalité bien plus troublante apparaît. L'argent est avant tout un phénomène psychologique. L'argent ne se contente pas de circuler dans des systèmes économiques. Il circule dans des systèmes mentaux. Il interagit avec vos peurs, vos désirs, vos biais cognitifs, votre rapport au temps, votre perception de la sécurité, votre tolérance à l'incertitude, votre identité sociale, parfois même votre estime personnelle. Il déclenche des réactions émotionnelles disproportionnées. Il modifie les décisions. Il influence les comportements. Il perturbe la rationalité supposée. Deux individus disposant d'une situation économique comparable peuvent vivre des réalités psychologiques radicalement différentes face à l'argent. L'un ressent une tension constante, malgré une stabilité objective. L'autre évolue avec sérénité, malgré une variabilité apparente. L'un perçoit chaque dépense comme une menace implicite. L'autre interprète l'argent comme un flux neutre. L'un agit sous l'impulsion émotionnelle, l'autre sous une logique structurelle. L'écart ne se situe pas dans les chiffres. Il se situe dans la perception. L'argent active des zones cérébrales profondément liées à la survie. Historiquement, les ressources conditionnaient la sécurité physique. Le cerveau moderne, héritier de cette architecture primitive, continue d'interpréter certaines dynamiques financières comme des enjeux existentiels. Une perte d'argent peut déclencher une réaction émotionnelle proche d'une menace biologique. Une opportunité de gain peut produire une excitation irrationnelle. Une incertitude peut générer une anxiété disproportionnée. L'argent devient ainsi moins une variable économique qu'un stimulus émotionnel. Cette réalité explique pourquoi la simple connaissance financière ne suffit jamais. Comprendre des principes rationnels ne garantit pas leur application comportementale, car les décisions économiques humaines ne sont pas uniquement produites par la logique. Elles émergent d'un dialogue constant entre cognition et émotion, peur, perte et biais cognitifs. Parmi toutes les forces psychologiques influençant la relation à l'argent, la peur occupe une place centrale. Mais cette peur n'est pas toujours consciente. Elle ne se manifeste pas nécessairement sous forme d'angoisse explicite. Elle opère souvent à travers des biais cognitifs systématiques. Le cerveau humain déteste la perte bien plus qu'il n'apprécie le gain. Ce phénomène, largement étudié en économie comportementale, porte un nom, l'aversion à la perte. Une perte financière génère une douleur psychologique nettement plus intense que le plaisir associé à un gain équivalent. Cette asymétrie influence massivement les décisions. Elle pousse à éviter certains risques rationnellement favorables. Elle encourage des comportements excessivement prudents. Elle renforce l'attachement à des situations sous-optimales, mais perçues comme stables. La peur financière ne concerne pas uniquement l'argent. Elle concerne ce que l'argent symbolise. Sécurité, stabilité, contrôle, statut, liberté, protection contre l'incertitude. Ainsi, une décision financière n'est jamais évaluée uniquement pour sa logique économique.
Elle est évaluée pour son impact émotionnel implicite. Le cerveau ne demande pas « est-ce rationnel ?», il demande « est-ce confortable psychologiquement ?» Un autre biais majeur intervient, le biais du présent. Le cerveau humain survalorise massivement les récompenses immédiates par rapport aux bénéfices futurs. Une gratification instantanée possède un poids émotionnel disproportionné face à une optimisation à long terme. Ce mécanisme explique pourquoi tant de décisions financièrement coûteuses semblent parfaitement raisonnables au moment où elles sont prises. L'achat procure une satisfaction immédiate. L'impact cumulatif reste abstrait. Le cerveau humain lutte difficilement contre ce déséquilibre temporel. La richesse durable repose pourtant largement sur des dynamiques retardées, cumulatives, rarement spectaculaires. Ainsi se développe une tension constante entre logique financière et programmation neurologique. L'argent et l'identité personnelle. L'un des aspects les plus sous-estimés de la psychologie financière concerne l'identité. Nous avons tendance à percevoir nos comportements économiques comme de simples choix rationnels. Pourtant, une grande partie de ces comportements découle de structures identitaires profondes. Vous ne prenez pas seulement des décisions financières. Vous exprimez une cohérence interne. L'argent interagit avec la perception de soi. Il devient un marqueur implicite de réussite, de valeur personnelle, de compétence, de crédibilité sociale. Certaines dépenses dépassent largement leur utilité fonctionnelle. Elles deviennent des instruments de validation identitaire. Inversement, certaines décisions rationnelles peuvent être inconsciemment évitées lorsqu'elles menacent une image interne stabilisée. Un individu peut maintenir des habitudes financièrement destructrices, non par ignorance, mais par cohérence psychologique. Changer de trajectoire financière implique souvent une reconfiguration identitaire. Il ne s'agit pas simplement d'adopter de nouveaux comportements. Il s'agit de redéfinir ce qui semble normal, acceptable, confortable, légitime. La résistance au changement financier est rarement logique. Elle est psychologique. Cette dynamique explique pourquoi certaines transformations économiques échouent, malgré une compréhension intellectuelle claire. L'individu lutte inconsciemment pour préserver une stabilité identitaire. Discipline, émotion et décision financière. Contrairement à une croyance répandue, la maîtrise financière ne dépend pas principalement de la motivation. La motivation est volatile, instable, sensible aux fluctuations émotionnelles. Elle fonctionne par vagues, par élan, par cycle. La richesse durable repose sur quelque chose de bien plus sobre, la discipline comportementale. Mais la discipline n'est pas une simple question de volonté. Elle constitue une architecture psychologique complexe, impliquant la gestion des émotions, la tolérance à l'inconfort, la capacité à résister aux impulsions immédiates. La stabilité des modèles décisionnels. Une décision financière rationnelle est souvent émotionnellement inconfortable. Différer une gratification, maintenir une stratégie lente, ignorer certaines comparaisons sociales, accepter une incertitude temporaire, résister à des impulsions dopaminergiques. Toutes ces actions impliquent une friction psychologique. L'individu ne lutte pas contre un manque d'information. Il lutte contre sa propre architecture émotionnelle. L'argent devient ainsi un miroir comportemental fascinant. Il révèle moins une intelligence qu'une stabilité psychologique, une cohérence décisionnelle, une relation au temps et à l'incertitude. Chapitre numéro 4. Les mécanismes réels de la richesse. La richesse ne relève ni du hasard, ni du talent exceptionnel. Elle relève de mécanismes simples que la majorité refuse d'observer avec patience. La logique froide de l'effet cumulé. L'une des illusions les plus profondément enracinées dans l'imaginaire collectif consiste à associer la richesse à des événements spectaculaires. Une opportunité exceptionnelle. Une idée brillante, un coup de chance, une trajectoire explosive. Nous aimons les récits abrupts, les ascensions rapides, les transformations visibles. Pourtant, lorsque l'on observe froidement la mécanique réelle des trajectoires financières durables, une dynamique beaucoup plus discrète apparaît. Une dynamique silencieuse, progressive, presque ennuyeuse dans sa régularité. L'effet cumulé. La richesse durable est rarement un événement.
Elle est une trajectoire. Le cerveau humain, programmé pour réagir aux variations immédiates, sous-estime massivement les dynamiques lentes. Une amélioration progressive semble insignifiante à court terme. Une optimisation répétée paraît anodine. Une décision rationnelle isolée ne produit aucun choc perceptible. Mais la logique cumulative obéit à une mécanique implacable. Ce qui semble négligeable localement devient déterminant globalement. Une petite asymétrie répétée sur des années dépasse largement une variation spectaculaire mais isolée. Cette réalité heurte frontalement notre intuition. Nous recherchons instinctivement des leviers rapides, des accélérations visibles, des changements immédiats. Pourtant, la richesse stable repose largement sur des dynamiques exponentielles discrètes, des comportements cohérents maintenus dans le temps, des écarts modestes mais persistants, des décisions rationnelles répétées sans bruit ni validation sociale immédiate. Le paradoxe est fascinant. Ce qui construit réellement la richesse semble psychologiquement peu excitant. La discipline, la constance, la patience, la répétition ne produisent pas de gratification dopaminergique immédiate. Elles ne génèrent ni sensation d'exploit, ni reconnaissance instantanée. Elles s'inscrivent dans une temporalité que le cerveau humain perçoit difficilement. Et pourtant, ce sont précisément ces dynamiques qui dominent les trajectoires financières robustes. L'effet cumulé ne possède rien de spectaculaire, mais il possède une puissance mathématique redoutable. Temps, inertie et asymétrie. L'argent évolue dans une dimension que le cerveau humain appréhende imparfaitement. Le temps long. Nous raisonnons naturellement à court terme. Nous percevons les variations immédiates. Nous ressentons les gains et les pertes locales. Mais les dynamiques financières majeures émergent souvent dans des temporalités étendues où l'inertie joue un rôle déterminant. Une trajectoire financière ressemble davantage à un système dynamique qu'à une suite de décisions isolées. Chaque comportement répété crée une inertie. Chaque structure de dépense rigidifie le système. Chaque habitude stabilise une direction implicite. Le changement devient progressivement plus coûteux, non seulement économiquement, mais psychologiquement. Le temps agit comme un amplificateur silencieux. Une décision rationnelle prise tôt produit des effets disproportionnés. Une erreur répétée lentement génère des conséquences massives. L'argent ne réagit pas seulement à l'intensité des choix. Il réagit à leur persistance. La richesse obéit largement à des logiques asymétriques. Certaines décisions génèrent des impacts limités. D'autres produisent dans des effets cumulatifs considérables. L'erreur fréquente consiste à évaluer les choix selon leur intensité immédiate plutôt que selon leur dynamique temporelle. Le cerveau humain adore l'intensité. La richesse adore la cohérence. Cette distinction explique pourquoi tant de trajectoires stagnent malgré des efforts significatifs. L'énergie est souvent investie dans des variations locales plutôt que dans des dynamiques cumulatives structurelles. Revenus, actifs et architecture financière. Une confusion majeure domine la perception populaire de la richesse. L'assimilation entre revenus élevés et richesse durable. Cette équation intuitive semble logique. Plus de revenus, plus de richesse. Pourtant, la mécanique réelle est beaucoup plus subtile. Les revenus constituent un flux. La richesse constitue une structure. Un flux élevé peut produire un confort immédiat considérable. Mais sans architecture financière robuste, ce flux reste fragile, conditionnel, dépendant, sensible aux perturbations externes. Les actifs modifient la dynamique du système. Ils introduisent une dissociation progressive entre temps et revenus. Ils créent des mécanismes cumulatifs indépendants de l'effort direct. Ils réduisent la dépendance critique à un flux unique. Cette logique ne relève pas d'une sophistication financière complexe. Elle relève d'une mécanique structurelle simple. Deux individus percevant des revenus comparables peuvent développer des trajectoires radicalement différentes selon la manière dont ces revenus sont transformés, stabilisés ou rigidifiés. La richesse durable dépend moins de ce que vous gagnez que de la manière dont votre système financier évolue. Pourquoi la richesse réelle est souvent ennuyeuse.
Il existe une vérité presque ironique dans la mécanique de la richesse durable. Elle manque cruellement de glamour. Elle ne ressemble ni au récit médiatique, ni au fantasme culturel. Elle ne produit ni excitation permanente, ni variation spectaculaire. Elle repose largement sur la stabilité, la répétition, la prévisibilité, la constance comportementale. Or, le cerveau humain est attiré par la nouveauté, l'intensité, la stimulation. Cette tension explique pourquoi certaines stratégies rationnelles échouent non en raison d'une erreur logique, mais en raison d'une incompatibilité psychologique. L'individu s'ennuie, s'impatiente, cherche de la stimulation, introduit de la variabilité inutile, perturbe des dynamiques cumulatives favorables. La richesse réelle progresse souvent dans le silence. Elle ne génère ni validation sociale immédiate, ni sensation d'accélération permanente. Elle se construit dans des comportements répétitifs, rarement spectaculaires, mais extraordinairement efficaces sur le long terme. La richesse fantasmée est excitante. La richesse réelle est stable. Chapitre numéro 5. Comprendre et jouer avec les règles du jeu. Vous ne pouvez pas gagner un jeu dont vous refusez de comprendre les règles. Voir enfin l'argent tel qu'il est. Après avoir traversé les mensonges, disséqué les illusions et exploré les mécanismes, une transformation subtile commence à émerger. Non pas une transformation spectaculaire, visible, dramatique, mais quelque chose de beaucoup plus profond et durable. Un déplacement du regard. Car la maîtrise financière ne commence ni dans les revenus, ni dans les stratégies complexes, ni dans les opportunités rares. Elle commence dans la perception, dans la manière dont vous regardez l'argent, dans la manière dont vous interprétez ses dynamiques, dans la manière dont vous décidez face à lui. L'argent cesse alors d'être une source d'émotion pour devenir un système. Cette distinction est fondamentale. Tant que l'argent reste chargé d'anxiété, de désir, de peur, de comparaison, de tension identitaire, il demeure difficile d'en percevoir clairement la logique. Les décisions sont contaminées par des signaux émotionnels parasites. Les arbitrages deviennent instables. Les comportements oscillent entre impulsion et prudence excessive. Voir l'argent tel qu'il est constitue une rupture cognitive majeure. L'argent n'est ni bienveillant ni hostile. Il n'est ni moral ni injuste. Il n'est ni généreux ni cruel. Il est neutre. Il répond à des dynamiques structurelles, probabilistes, cumulatives. Il amplifie les comportements cohérents. Il pénalise les incohérences répétées. Il reflète la logique des décisions, rarement l'intensité des intentions. Cette lucidité produit un effet étonnamment apaisant. Lorsque l'argent cesse d'être perçu comme une entité émotionnelle imprévisible, il devient possible de raisonner différemment, plus froidement, plus stratégiquement, plus calmement. Le bruit psychologique diminue. Les décisions gagnent en stabilité. Reprendre le contrôle des dynamiques invisibles. La majorité des trajectoires financières ne sont pas le produit d'événements exceptionnels. Elles émergent de dynamiques silencieuses, répétées, souvent invisibles à l'échelle locale. Des comportements automatiques, des micro-décisions, des arbitrages anodins, des habitudes stabilisées. Reprendre le contrôle implique d'intervenir non sur les événements, mais sur les mécanismes. Il ne s'agit pas de chercher des coups spectaculaires. Il s'agit de stabiliser des logiques. La discipline financière n'est pas une contrainte punitive. Elle devient une architecture décisionnelle, une manière de réduire la variabilité inutile, une manière d'éviter les perturbations émotionnelles, une manière d'aligner les comportements avec les dynamiques cumulatives favorables. L'argent récompense rarement l'intensité. Il récompense la cohérence. Ce principe transforme profondément la relation au temps. La patience cesse d'être perçue comme une frustration. Elle devient un levier. La lenteur cesse d'évoquer une stagnation. Elle devient une dynamique cumulative. Construire une stabilité plutôt qu'une illusion de richesse.
Une autre transformation critique s'opère lorsque la perception de la richesse évolue. La richesse visible, spectaculaire, impressionnante, perd progressivement son pouvoir psychologique. Une nouvelle priorité émerge, la stabilité structurelle. La stabilité financière réelle est discrète, souvent invisible, rarement spectaculaire. Elle ne produit pas nécessairement de signaux sociaux forts. Elle ne génère pas toujours d'admiration immédiate. Mais elle offre quelque chose de bien plus précieux, la liberté cognitive. Moins de stress, moins de dépendance émotionnelle au flux, moins de fragilité face aux perturbations externes, plus de marge de manœuvre, plus de clarté décisionnelle. La richesse réelle ressemble davantage à une réduction de vulnérabilité qu'à une accumulation ostentatoire. Cette inversion perceptuelle modifie radicalement les arbitrages. Les décisions cessent d'être guidées par la comparaison ou l'impulsion. Elles s'inscrivent dans une logique de robustesse systémique. Le véritable enjeu, la trajectoire. Au fond, ce livre ne parle pas uniquement d'argent. Il parle de trajectoire, de direction implicite, de dynamique cumulative. L'argent devient un miroir fascinant des comportements humains face au temps, au risque, au confort, à la discipline, à la perception. Une vie financière n'est pas une suite d'événements, c'est une dynamique. Chaque décision répétée renforce une inertie. Chaque habitude stabilise une direction. Chaque comportement cohérent amplifie une trajectoire. La transformation la plus puissante n'est pas l'augmentation brutale des revenus. C'est la correction progressive de la direction. Car une trajectoire légèrement optimisée mais maintenue dans le temps dépasse presque toujours une accélération spectaculaire, mais instable. L'argent amplifie le long terme, toujours. Conclusion. À long terme, l'argent ne punit ni ne récompense. Il révèle simplement la logique de vos décisions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose a déjà changé. Peut-être pas encore dans vos finances, peut-être pas encore dans vos chiffres, peut-être pas encore dans votre réalité matérielle immédiate, mais dans un espace beaucoup plus déterminant, votre regard. Car ce livre n'avait pas pour ambition de vous fournir une technique spectaculaire, ni une stratégie miracle, ni une promesse irréaliste d'enrichissement rapide. Son objectif était plus discret, mais infiniment plus puissant, modifier la manière dont vous percevez l'argent, déplacer la lentille, dissiper le brouillard, introduire de la lucidité là où dominent habituellement les automatismes, les émotions, les croyances héritées et les illusions collectives. L'argent, vous l'avez vu, n'est ni mystérieux ni magique. Il n'est ni injuste ni bienveillant. Il ne répond ni à l'intensité des efforts ni à la noblesse des intentions. Il obéit à des dynamiques, à des comportements, à des mécanismes cumulés, à des logiques souvent contre-intuitives pour un cerveau humain programmé pour le court terme, la gratification immédiate, la comparaison sociale et la recherche de confort psychologique. Cette dissociation entre intuition et mécanique constitue la source principale des malentendus financiers modernes. Nous interprétons l'argent à travers des récits émotionnels, alors qu'il évolue selon des structures impersonnelles. La transformation la plus profonde ne réside donc pas dans une augmentation brutale des revenus, mais dans une correction progressive des modèles mentaux. Car une perception imprécise produit des décisions imprécises. Des décisions imprécises produisent des trajectoires instables. Et ces trajectoires, lorsqu'elles se prolongent sur des années, deviennent des réalités apparemment normales, mais mécaniquement construites. Rien, dans la majorité des vies financières, ne relève véritablement du hasard pur. Les dynamiques invisibles sculptent lentement ce que nous finissons par appeler notre situation. Ce livre vous a invité à observer ce que l'on évite généralement de regarder. Les mensonges confortables, les illusions modernes, les biais cognitifs, les dynamiques cumulatives. Non pour provoquer une inquiétude, mais pour restaurer quelque chose de rare, la clarté. Car la clarté réduit le bruit mental.
La clarté stabilise les décisions. La clarté diminue la dépendance émotionnelle aux variations immédiates. Et surtout, la clarté redonne du contrôle là où dominait une impression diffuse d'incertitude. L'argent cesse alors d'être un facteur de tension permanente pour devenir un système interprétable. Vous n'êtes plus face à une entité abstraite et anxiogène. Vous êtes face à une mécanique qui amplifie la cohérence, une mécanique qui récompense la stabilité comportementale, une mécanique qui pénalise les incohérences répétées, une mécanique qui magnifie le temps long. Ce déplacement cognitif produit un effet souvent inattendu, une forme d'apaisement. Non parce que les contraintes disparaissent instantanément, mais parce que l'incertitude émotionnelle diminue lorsque la logique devient perceptible. Comprendre les règles du jeu ne garantit pas une réussite immédiate, mais ne pas les comprendre garantit une confusion durable. Il ne s'agit pas ici d'optimisation agressive ni de quête obsessionnelle de richesse. Il s'agit d'alignement, d'une réduction progressive des frictions inutiles, d'une stabilisation des comportements, d'une lecture plus froide, plus rationnelle, plus détachée des impulsions émotionnelles parasites. La richesse durable, vous l'avez vu, ne ressemble ni aux fantasmes culturels, ni aux récits médiatiques spectaculaires. Elle progresse souvent dans le silence, dans la constance, dans des décisions répétées rarement excitantes, mais extraordinairement efficaces sur le long terme. La richesse réelle est moins une explosion qu'une inertie correctement orientée. Et c'est peut-être là la vérité la plus dérangeante et la plus libératrice à la fois. Car elle retire à la richesse son aura mystique tout en la rendant mécaniquement accessible. Elle remplace la fascination par la compréhension. Elle substitue la chance, perçue par la logique observable. Elle transforme un rêve flou en dynamique interprétable. À partir de ce point, la question n'est plus « comment devenir riche ?» La question devient « quelle trajectoire suis-je en train de construire ?» Chaque décision répétée renforce une direction. Chaque habitude stabilise une inertie. Chaque comportement cohérent amplifie une dynamique. L'argent ne réagit pas uniquement à ce que vous faites ponctuellement. Il réagit à ce que vous devenez progressivement. L'argent est moins un test d'intelligence qu'un test de stabilité comportementale dans le temps. Et derrière, l'argent se cache un enjeu plus vaste. Le rapport au temps, le rapport au confort, le rapport à l'incertitude, le rapport à la gratification immédiate, le rapport à la discipline. Autrement dit, des dimensions qui dépassent largement la sphère financière. Car la logique qui gouverne une trajectoire économique ressemble étonnamment à celle qui gouverne une trajectoire de vie. Ce livre ne vous a pas donné une méthode, il vous a donné une grille de lecture, une manière d'observer différemment, une manière de questionner différemment, une manière de décider différemment. La lucidité ne produit pas d'excitation immédiate, mais elle produit de la stabilité. Et la stabilité, à long terme, produit de la liberté. Non pas une liberté spectaculaire, mais une liberté cognitive, une réduction du bruit, une réduction des tensions inutiles, une réduction des dépendances invisibles, et peut-être la compréhension la plus importante de toutes. L'argent n'est jamais le véritable problème. Il n'est que l'expression visible de dynamiques invisibles, de comportements répétés, de perceptions stabilisées, de décisions cumulées. Corriger ces dynamiques transforme naturellement le rapport à l'argent, mais aussi bien d'autres dimensions de l'existence. L'argent n'est pas une finalité. Il est un miroir froid, un miroir neutre, un miroir implacablement logique. À vous désormais de choisir ce qu'il reflètera.